Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Name's Bond, James Bond. Vous aimez le cinéma? Une seule émission est faite pour vous. C'est le Late Show. Et c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans le Late Show. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons partir à la découverte de nouvelles personnalités du cinéma. Michel Crémades, bonjour. Bonjour les garçons. Bonjour. Pour ce voyage, nous sommes accompagnés de Gary et Maxime, voilà. Michel, voilà, je pense que vous connaissez pas trop notre émission et c'est normal, mais le principe de cette émission, c'est qu'on va faire un voyage dans le temps où on va essayer de retracer un maximum votre carrière, plus basée sur le cinéma, parce qu'on est une émission qui parle de cinéma. Donc, je vous propose que l'on commence ce voyage ensemble. Alors, on va commencer par une date plutôt importante, le 23 mars 1955. Ah, ça me dit quelque chose. Ça. Oh, oui, puisque c'est votre date de naissance, vous êtes né à Cuba, donc en Algérie. Oui, tout à fait. Exact. Oui. Pour une fois, je me suis pas trompé. Oui, c'est vrai. Et vous êtes arrivé en France en 1971, il me semble. Et en 1979, puisque vous allez être dans une pièce qui s'appelle Bois du lait de Dylan Thomas. Oui. Moi, la question que je me suis posée en voyant un petit peu les différentes informations que j'ai pu trouver sur Internet, c'est que qu'est-ce que vous avez fait en fait de 71 à 79? Est-ce que là, vous vous êtes un petit peu perfectionné, on va dire, pour l'acting, ou c'était quelque chose qui était déjà inné pour vous? Alors, c'est vrai que 71... Alors, pourquoi je commence en 71? Parce que j'allais prendre des cours dans un cours d'art dramatique qui est destiné à donner des cours, donc. Et Sacha Pitoev était venu rencontrer les élèves. Et il avait monté une pièce, donc c'était le Bois de lait. Et voilà, c'était une des premières... Alors, c'était pas la première fois que j'étais monté sur scène. Il faut dire que j'avais déjà pratiqué la scène, mais en sauvage. Et j'avais adoré ça. Parce que d'un coup, vu ma petite taille, j'étais sur scène, je dominais les autres. Alors d'habitude, les autres, je les regardais comme ça. Et là, je pouvais regarder des gens comme ça. Et en plus, ce qui était très excitant, c'est que quand on est sur une scène et qu'on fait de la comédie, généralement on fait rire les filles, et ça c'est formidable. Je vous apprends pas. Faire rire les filles, oui. Bon, alors là, c'est déjà 80 chances sur 100 d'aller plus loin. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que ça a commencé comme ça, par le biais de ce cours d'art dramatique qui m'avait été donné par Marthe Villalonga, d'ailleurs, que je connaissais d'Afrique du Nord, puisque mes sœurs prenaient des cours de théâtre à Alger avec Marthe Villalonga. Et elle m'a connu, j'avais 3-4 ans, et je me rappelle, j'allais ramasser des figues dans le jardin de ses parents, à Marthe. Et quand j'ai décidé d'arrêter un petit peu la scène de façon un peu sauvage, c'est-à-dire dans des petits cafés-théâtres de province, j'avais fait du genre en Club Med, j'étais animateur, voilà. Et quand j'ai décidé vraiment de prendre des cours sur Paris, j'ai appelé naturellement Marthe. J'ai dit, Marthe, est-ce que tu connais un cours d'art dramatique sympa? Elle m'a dit, oui, bien sûr, tu vois, Studio 34, ils sont formidables, tu vas de ma part, tu vois, ce sont des amis, ils sont comédiens. Blablabla. Et donc, je suis allé prendre des cours. Mais c'est là où j'ai rencontré des copains qui sont devenus des copains de scène. Voilà. Et une des premières pièces, donc, Le Bois de lait. Exact. Donc, passons un petit peu, là on est en 79, donc on va continuer, on va passer les années 80, et là, une année aussi est revenue assez fréquemment, puisque 1982, il y a le Théâtre de Bouvard qui arrive, donc je vais mettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, parce que le Théâtre de Bouvard, donc ça a donné, entre guillemets, la première version du Théâtre de Bouvard, ça a donné la première version, ça a donné actuellement Les Grosses Têtes, on peut dire, voilà, qui est animé par Laurent Ruquier, mais avant c'était animé par Philippe Bouvard, donc très grande figure de la télévision française. Et en fait, la deuxième version du Théâtre de Bouvard, c'était en fait une succession de sketchs
Et donc il y a beaucoup de monde qui sont passés. Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Bernard Campan, qui ont donné les inconnus, Mimi Mati, Michel Bernier, voilà, bref. Qu'est-ce que vous en tirez un petit peu de cette expérience de la télévision ? C'était la première fois que vous arriviez à la télévision française ? Oui, Ouais. c'était la première fois puisqu'on jouait tous en café-théâtre. Moi, je jouais avec justement un partenaire que j'avais rencontré dans ce cours d'art dramatique. Et ce garçon s'appelait Raymond Aquilon. C'était un black qui faisait la pub Vainé, c'est gonflé. Voilà. Et donc on jouait une pièce qui s'appelait Demain j'enlève le noir. Et un jour j'ai reçu un coup de fil d'un certain Pascal Légitimus. On se connaissait bien parce que Pascal y jouait en duo dans un autre café-théâtre et on recouvrait le soir après avoir joué, on se recouvrait les affiches pour mettre la sienne. Et donc on se retrouvait après, parfois par hasard, à boire un pot. C'est toi qui as recouvert mon affiche ? Ah non, c'est pas moi. Ah bah, oh salaud, mais bon. Mais on se connaissait bien, on s'appréciait beaucoup. Et un jour, il m'appelle, il m'a dit, écoute, tu sais que j'ai dans mes connaissances la secrétaire de Philippe Bouvard. J'ai dit oui, j'ai appris que moi. Et donc, il m'a dit, Philippe va préparer une émission. Avec des jeunes comme nous, voilà, une émission d'impro, et donc ils vont t'appeler, Raymond et toi, voilà. Et donc on a été appelés, effectivement, on s'est retrouvés à passer une audition, et j'étais le premier à passer l'audition devant Philippe Bouvard. Et là, là, je peux vous dire qu'on serre les fesses. Surtout qu'il était un peu raide quand même, Philippe. Ouais ? Et oui, il nous avait dit, bon, allez, je vais vous faire une émission d'improvisation, mais bon, j'ai demandé ça à des vieux crabes du métier qui n'ont jamais réussi à me faire rire plus que ça. Je pense pas que vous allez y arriver. Bon, enfin, bon. Ça partait pas Déjà, mal. ça commençait très bien. Ah ouais. Oui, en plus il pleuvait, il était ronchon, comme il peut l'être parfois. Bon. Et puis il a dit voilà, ma secrétaire a préparé une liste par ordre alphabétique de gens qui jouent au café-théâtre, cabaret. Et j'ai un chapeau, je vais tirer un papier au sort. Voilà, ça sera le thème de l'impro. Je vous laisserai 2 minutes et puis en avant. Alors, et il dit alors, par ordre alphabétique, alors les premiers à passer sont Raymond Aquilon, mon camarade, et Michel Crémades. Tous les copains derrière ont fait ouf. On a fait. Donc on est allé tirer un petit papier où il était noté un employé vient demander une augmentation à son patron. Alors, mademoiselle, mon café. Alors, il a amené son café, comme ça, il tourne, il fait je vous laisse 2 minutes. Et puis, il commence à boire son café. Alors, avec mon partenaire, on commence à dire bon, là, on va dire ça, oui, on finit comme ça, oui, très bien. Puis d'un coup, il fait vous, qui fait le patron, qui fait l'employé. Et là, j'ai vraiment une idée de génie. Parce que je connaissais un peu les penchants de Philippe Bouvard. J'ai dit vu sa couleur de peau, il va faire l'ouvrier, moi le patron. Et Bouvard, un petit peu raciste quand même. Et donc, totalement. Et j'ai mon copain, on y va, on est parti, on a fini le sketch, hein, et puis Philippe a dit bon, très bien, ne partez pas, j'appelle vos camarades. Et puis ils sont tous passés les uns derrière les autres. Et au bout d'une heure et quart, 1h30, il a fait bon, écoutez, je demande le quart d'heure Antenne 2, vous m'avez convaincu, bravo. Et l'émission a démarré comme ça. Ok, Impeccable. trop cool, bravo. Continuons un petit peu donc le voyage avec une année là qui potentiellement, je pense, a un peu changé votre vie. 1984, puisque vous allez tourner dans Les Ripoux, réalisé par Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte et Philippe Noiret. Et là, tout de suite, c'est un succès national, on peut le dire, 5,8 millions d'entrées au box-office. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce tournage, si vous avez des anecdotes, voilà quoi, Les Ripoux. Et en plus de ça, J'ai adoré ces films. alors déjà j'adore ce film, voilà. Et mais les deux, hein. Oui, les deux. Parce que vous êtes dans les deux. Oui, et Ripoux, Les le 1, Ripoux le contre 2. Ripoux. Voilà. Et le 3, il a fait un bid, et j'ai Ouais. rencontré dans un restaurant Claude. Je dis alors, les entrées, il me dit pas terrible. Je dis normal que j'étais pas dedans. Et ben le 1, je dis toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'avais tourné une pub pour Darty au cinéma.
Et à l'époque où il faisait des bonnes pubs au cinéma, ça a changé. Et donc, c'était une petite histoire. Et les pubs Darty, on les reconnaissait parce que c'était toujours des petites histoires courtes, marrantes, enlevées. Percutantes un peu, ouais. Voilà. Ouais. Avec un compagnon, on venait livrer une machine à laver, puis il y a un monsieur qui venait, qui dit, vous pouvez enlever vos vestes Darty? Oui, pourquoi? Parce que la machine, c'est pour moi. Mais j'ai dit à ma femme que je l'achetais chez le commerçant à côté. Comme ça, la différence de prix, eh ben, c'est pour moi, je vais pouvoir la jouer au PMU. Et il dit, parce que c'est plus cher là que chez Darty. Ah, d'accord. Donc, on a les vestes, on livre la machine, la dame qui ouvre la porte, qui fait, ah, c'est la machine, ah, très bien, chérie. Et tu l'as acheté où? Il dit, ben, à côté, un petit commerçant. Il fait, ah bon, ben, messieurs, la machine, vous la prenez, vous l'emportez. Moi, j'achète chez Darty, c'est moins cher. Bon. Voilà, c'était la pub. Et Claude Zidi va au cinéma avec Didier Kamaka. Et il y a cette pub. Et il dit à Claude Zidi, et il dit à Didier Kamaka, il faut créer un rôle pour le petit moustachu. Et Kamaka, il dit, je sais pas qui c'est, mais il faut retrouver l'agence de pub et le nom. Alors, ils sont remontés jusqu'à moi. Et ils m'ont téléphoné, voilà, est-ce que vous voulez venir avec Claude Zidi? J'ai dit, oui, donc je suis allé. Il me dit voilà, il me dit c'est un rôle, vous allez voir, c'est rigolo, c'est un voleur, machin, papa, mais vous lisez le... J'ai dit d'accord, ben je vous rappelle demain. Ah déjà, j'ai fait, ah oui, comme ça on perd pas de temps, ni vous ni moi. C'est direct, c'est sûr de moi, alors que bon. Et puis je suis arrivé, j'ai lu, j'ai fait, et moi, mon truc, ce sont les seconds rôles du cinéma français. Moi, j'adore les Laetitia, Carrette, Roquevert, ces gens qui ont bercé mon enfance. Moi, je voulais être second rôle. Je voulais pas être en tête d'affiche, je m'en fous. C'était ces gens croustillants qui existent, qui donnent vie au film. Qui donnent du cachet. Et quand j'ai vu tous ces seconds rôles, il y avait Ticu Olgado dedans, il y avait une foultitude de gens. Et puis je me suis dit, il y a quand même un certain Philippe Noiret que je m'aime. Et donc le lendemain, je suis retourné en disant, oh oui, je le fais. Il me dit, ça vous appuie? Je dis, ah oui. Et franchement, c'est vrai, j'ai dit, ah, c'est le rôle principal du film. Et il m'a dit, oui, c'est ça, oui. Et il m'a envoyé, quelque temps plus tard, on a fait un repas chez lui, il m'a dit, je me suis dit, lui, il doit y aller au Gichon, parce que, faut me dire ça. Et il m'a dit, je comprends après que tu as voulu me dire, il me dit, parce que ta séquence, le vol sur le marché, le commissariat, c'est toujours celle qu'on passe dans la séquence du spectateur, c'est toujours la même. Quand il y a un extrait des Ripoux, c'est ta séquence. Et il me dit, je comprends pourquoi tu dis c'est le rôle principal du film. Génial. Ah oui, puis la scène et puis le film, voilà, très drôle. Et puis Noiret. Ah oui, Noiret, voilà. Noiret qui, caméra sur lui, il tape à la machine, déposition. Alors, c'est ça que vous l'avez trouvé, clink, 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 il tape, oui, alors vous l'avez amené, blablabla, très bien. La caméra bascule sur moi, il a fait exactement la même chose sans faire un bruit, en faisant semblant de taper, en disant le texte dans la même humeur, dans la même couleur, pour qu'on puisse monter. Parce qu'il y a certains crabes qui, eux, auraient joué face caméra très bien, et l'autre caméra sur l'autre, qui aurait joué en mineur, pour qu'on puisse monter l'image sur eux. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est Vislar. Ah, j'aurais pas pensé. Oh, mais si. Ah bah, si vous en avez des anecdotes, on est là pour ça, Michel. Au théâtre, il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça au théâtre, qui, ça existe moins quand même, mais qui reculent comme ça, en fond de scène. Comme ça, quand on a du texte, on est obligé de tourner. Et donc, on est deux publics. Et on les voit eux. Le public les voit eux. Non, mais il y a des stratégies, en fait, finalement. Je ne savais pas. Ah oui. Donc, avec Claude Zidi, par contre, c'est une histoire qui a duré, puisqu'en 89, vous avez tourné Ripoux contre Ripoux, le Ripoux 2, et en 1993, vous avez fait Profil bas. Oui. Justement, quand on fait 3 films avec le même réalisateur et tout ça, est-ce que au bout d'un moment, il y a quand même un lien d'amitié qui se crée, ou ça a toujours été professionnel? Ah, ça a toujours été professionnel, et puis moi, je suis un grand timide. C'est vrai, franchement, je suis un grand timide. Ce métier m'a un peu sorti de ma timidité. J'aurais
j'aurais eu du mal à dire je t'invite. Puis je suis pas du style. C'est ce que je disais à Jean-Pierre Jeunet. Je dis Jean-Pierre, tu sais, moi je suis pas du style à aller en boîte de nuit à fumer des pétards, à boire du champagne et à dire au réalisateur formidable ton projet de film, tu me fais tourner. Je dis non, on vient me chercher, mais je vais pas aller à la rencontre des réals. Donc Claude, à chaque fois, c'est un bonheur de se retrouver et de tourner nos bêtises. Ouais, je me doute. Mais là, on va parler un petit peu plus en détail de l'actualité, parce que je sais pas si vous savez, mais Claude Zidi, son fils, oui. vient de sortir un film, Jour J, voilà, avec Kev Adams. Justement, ma question, elle est pas sur le film, parce que je pense qu'autour de la table, personne n'a pu le voir, il vient à peine de sortir. Mais c'est qu'est-ce que vous pensez du cinéma français à l'heure actuelle ? Et alors, il y a une autre question. Non, oui, mais moi je suis un vieux schnock, j'ai passé l'âge, un vieux con, donc je pas forcément. Je trouve que ça va trop vite. D'un coup, on s'improvise réalisateur, on s'improvise acteur, actrice. On ne sait pas d'où ces gens sortent. Et puis, comme maintenant, on tourne avec des caméras qui sont grandes comme une boîte d'allumettes, donc voilà, je suis réalisateur. Le nombre de gens qui m'ont contacté pour me dire je suis réalisateur, je dis vous avez fait quoi ? Je tourne, j'ai une caméra. Oui, c'est important pour faire un film. Mais je suis plus trop en adéquation avec ce qui se fait. Ça va trop vite. J'ai l'habitude de dire, moi, on m'appelle le mercredi pour me dire tiens, on a besoin de toi avant-hier, lundi. Non, et puis je trouve que les comédies sont tournées. Il n'y a pas ce que j'appelle le ventre, il n'y a pas du fond. On en parlait un peu dans la voiture. Oui. Mais maintenant, dans les cours d'art dramatique, on apprend aux jeunes qui prennent des cours, on leur apprend à travailler surtout la mémoire. Parce que moi, c'est arrivé à une amie avec Alexandre Messina, avec qui j'ai tourné. Elle m'a dit, j'ai reçu le lundi après-midi 15 pages de texte pour faire passer le casting le mardi matin. J'ai dit, mais c'est insensé. Elle m'a dit, j'ai dit, ça a réussi. Elle me dit, oui, sans trop de problème. Mais c'est pas possible. On avale un texte pour le vomir le lendemain. Moi, je demande toujours à avoir un texte, mais 2-3 mois avant. Parce que je le lis, je le travaille, la nuit, ça me réveille, je dis, je vais faire ça. Le lendemain, je vais rien. Je dis, oh non, c'est nul, il faut pas faire ça. Non. Et tu vas proposer ça peut-être. Ah oui, ça. Il faut le temps de digérer. Un film, c'est pas un McDo qu'on bouffe et qu'on digère. Un texte, c'est pas un McDo qu'on bouffe et qu'on digère très vite. Il faut le temps de... Eh bien, ça a changé. Maintenant, voilà, on tourne très vite, trop vite. Et puis la caméra va 100 à l'heure. On n'a pas le temps de voir une réaction, de voir... Et puis souvent, on prend 2 têtes d'affiche. On voit que les 2 têtes d'affiche. Derrière les seconds rôles, au revoir, bye bye, ça n'existe plus, c'est fini. Moi, je dis quand on invite un ami le dimanche à déjeuner, on ne lui fait pas qu'une pièce de viande, on ne fait pas un petit roast beef. On met plein de légumes autour. Exactement. Pour donner la saveur, du goût. Eh bien, moi, je suis un petit légume. Moi, les seconds rôles, ce sont les petits légumes qui sont incontournables. Il n'y a plus de petits légumes dans le cinéma français. Comme je me disais l'autre jour, je me faisais réflexion, je me disais, mais il n'y a plus de musique dans les films. Il n'y a plus une musique qu'on retient. Les François Droubet, ces gens qui composaient, qui portaient un film. C'est fini. Oui, ça fait partie. La musique, c'était un peu des petits... C'est un second rôle important. Très important. Ah oui. Mais on en a discuté il n'y a pas longtemps, notamment le Comte de Monte Cristo qui est sorti dernièrement. Par contre, la musique, nous, c'est vrai qu'elle nous a plutôt marqué. Mais voilà, c'était un gros film. Ils avaient un vrai compositeur. Mais voilà, mais... Après, est-ce que tout le monde peut en avoir un dans ses films ou fait appel même mais non, mais je pense que justement, en fait, on n'est pas du tout sur le même type de cinéma. Ce que Michel il essaye de dire, je pense que là, c'est plutôt un constat sur le cinéma français de comédie, alors que là, sur le Comte de Monte Cristo, etc., c'est des films qui sont
Oui, on va dire du grand dramatique, spectacle, oui, du grand spectacle, du grand oui, spectacle, oui. voilà. Oui. Donc en gros les moyens suivent. T'as de la musique, Oui. on va dire qui est épique, qui est, voilà. On a une super production, en tout cas pour les décors, les costumes sur le Comte de Monte Cristo. Ça a été récompensé d'ailleurs au César et c'est mérité pour le compte. Mais voilà, je pense qu'on est honnêtement tous d'accord pour dire que même les 3 Mousquetaires qui étaient sortis un petit peu Oui. avant, c'était quand même 3 beaux films, etc. oui. Mais ça sort du lot. Oui, c'est vrai qu'en comédie actuellement, moi personnellement, je préfère regarder un film avec Louis de Funès qu'un film comique actuel. Mais Voilà, parce que comme tu le dis, en fait, un film avec Louis de Funès, il va tout de suite avoir son identité. Ah Tu oui. t'attaques, tu sais que tu remates un Funès, tu sais le style, tu sais comment on va arriver, etc. Et là, c'est clairement ce que Michel a dit, et nous on l'a déjà dit dans l'émission ici, on a ce côté ultra consommation, un petit peu fast-food du film, voilà, où il y a tellement de films qui sortent à l'année. En plus. En plus, voilà quoi. En Alors plus. que je pense que Michel pourra le dire, mais à une époque, les gens attendaient genre le Belmondo qui sortait au cinéma, quoi. Oui, oui. Et il se ruait au cinéma une fois qu'il était sorti. Et puis il y avait un temps d'écriture. Eh oui. Il y avait. Oui, maintenant il y a 1 an ou 2 entre la suite et le premier, quoi. Oui, oui. Oui, et puis voilà, il faut faire la suite. Je sais pas. C'est vrai. Puis je trouve que la comédie est très grimaçante. Alors, De Funès, il y avait les tripes derrière. Il était grimaçant vrai. Alors que maintenant, dans les comédies, c'est non. C'est lourd, c'est gras. Oui, Il faut. certaines, Quand on voit Jacques Villeray dans le Dîner de con, il fait rien, Jacques. Ah non. Il fait rien. Je trouve que c'est la. Pourquoi on parlait des ripoux. Pourquoi mon personnage dans les ripoux fonctionne? C'est parce que je me suis dit, quand j'ai eu le texte, je me suis dit, je vais le jouer façon caméra cachée. Tu sais, les caméras cachées, les gens qui se font avoir, ils font pas. Non. Non, Oui. ils font juste. Je regarde l'autre, ils font. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le public qui fait le chemin. C'est pas le comédien. Il faut rien faire. C'est ce que je me suis dit, il faut rien faire. Et ce que me disait Roland Giraud il y a quelques années, il me dit, ce qui est fort, c'est que la séquence, le montage est fait sur toi, pas sur Philippe Noiret. Maintenant, ce serait fini. Je tournerais un film avec Dujardin Crémazie, Dujardin, voilà. J'aime beaucoup Jean, mais bon, ça a changé, c'est comme ça. Le cinéma a changé, clairement. Mais justement, on va parler d'un autre type de film qui n'existe plus, et je pense que vous pourrez le dire aussi, mes camarades. Mais dans les années 90, vous allez tourner un film que moi j'ai beaucoup regardé quand j'étais gamin, Hercule et Sherlock. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Vous voyez, ça c'est le genre de réaction que j'aime bien. Avec Christophe Lambert et Richard Anconina, vous incarnez Lucien, un gardien de prison corrompu. Puisque vous allez aider donc l'antagoniste du film, donc Morand, voilà, et c'est typiquement le genre de comédie qu'on ferait plus. C'est le type de comédie à la Beethoven un peu, où justement les voilà. Mais justement, quand on est sur un tournage comme ça, c'est pas un peu compliqué. On est dépendant des animaux, même si les animaux sont dressés, ce genre de choses. Vous avez des anecdotes sur ce film? Oui, pour nourrir l'enfant qui a regardé Hercule et Sherlock, je sais pas combien de fois. Le plus compliqué, c'était le tournage, parce qu'on a tourné dans la prison des Baumettes. Ah, oui. Ok. À Marseille. Ok. Et c'est vrai que quand on rentre dans la prison, qu'on entend fait ça résonne. Et puis il y a un gardien qui m'aimait bien, qui me dit putain con, je vais te faire visiter la prison, viens avec moi. Alors on marche comme ça le long des cellules comme ça, et c'est impressionnant, ça fait un et d'un coup je vois l'œil dans une cellule qui s'obscurcit. Je me dis il y a quelqu'un qui regarde. Et j'entends salut beau gosse. Je me dis oh là là, lui il a un truc déformant. Ah non. Et étonnant. Et je suis arrivé à un moment donné, je vois des gens dans une cour qui jouent au basket, d'autres dans une autre cour à côté qui jouaient au pareil. Et je dis ce sont les prisonniers. Il me dit oui, c'est l'heure de la sortie. Ouais. Et j'ai dit ils sont séparés. Il me dit oui, parce que là ce sont les. Merde, j'oublie le terme, les Longue peine ou les
les jeunes qui ont des problèmes sexuels avec les gamins, tu vois. oui, d'accord, ok. Les pointeurs. Les Voilà, il les appelait d'accord. comme ça. Il dit, là, ce sont les pointeurs, et là, ce sont les normaux. J'ai dit, les pointeurs, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont abusé des machins. Ils sont pas mélangés. Mais on les effectivement. sépare parce que c'est... Ah oui, d'accord. Et donc, on a tourné dans cette ambiance. Et je tournais avec Roland Blanche, formidable acteur, Roland Blanche, et qui me dit, à la fin de la journée de tournage, et il m'a dit, je suis un peu inquiet. Je fais, pourquoi Roland? Il fait, parce que on est rentré dans la prison pour le tournage, mais avec les gueules qu'on a, je suis pas sûr qu'ils nous laissent sortir. Donc voilà. Mais vous l'avez vu, les Je copains? crois peut-être quand j'étais plus jeune, mais oui, ça les remonte, Sherlock. mais ça fait longtemps. Génial, bah moi c'est un film que j'ai beaucoup regardé avec mon cousin qui va sûrement regarder la vidéo. Petit coucou. Salut, cousin. Donc voilà, bah on reste un petit peu dans les années 90 et plus particulièrement 98, puisque là vous allez tourner pour Jean-Marie Poiret. J'ai eu un trou en mode voilà. Dans Les Visiteurs 2 d'ailleurs, on a un petit extrait. La mariée est ravissante. Des Scooby-Dooby-Doo. On a dansé toute la nuit. Puis un jour, on est parti chez moi discuter de l'amour. Scooby-Doo, Idou, Idou. Scooby-Doo, Idou. Enfin, laisse les troubadours, viens-t'en. Je ne pars point. Rendez-moi chez vous. Donc Les Visiteurs 2, réalisé par Jean-Marie Poiret avec Christian Clavier et Jean Reno. Bref, pareil, succès national au box-office, 9 millions d'entrées pour celui-ci, ce qui est énorme, énormissime. Ce tournage-là, vous avez dû vous éclater. Je pense là en tant que chanteur de ce groupe de variété, de reprise de variété française. C'est pareil, j'ai fait un travail, je me suis dit, ce personnage, c'est quoi? Je me suis dit, c'est un frimeur, c'est un rouleur de banlieue. Le mec, il s'habille, il se la joue, il se la pète, machin, à l'américaine, quoi. Et puis, il faut être ce personnage. Il faut surtout pas jouer le personnage, il faut être le personnage. Le cinéma, c'est basique. Il faut pas chercher à dépasser le... Mais oui, on s'est amusé. C'était très sympa. Parce que moi, je jouais une pièce de théâtre qui s'appelait Drôle de couple, avec Clémentine Célarier, Marianne Chazelle. Et Christian, il adorait cette pièce. Donc il venait très souvent. Et un soir, il me dit on va bouffer, j'ai un truc à te dire. Ouais, donc on va bouffer. Et il m'a dit je suis en train de t'écrire un personnage assez gratiné dans Le Visiteur 2. Je dis je te fais confiance. Voilà, c'était les pommes, Mais les comment poires ne pas et les rigoler Scooby-Doo. quand il crie Enfin, ça doit être compliqué de rester sérieux quand même. Moi, j'avais surtout peur pour la perruque, parce que je me suis dit, il va me viander la perruque avec le balayé avec la ventouse. Et puis surtout que Christian, il part en cacahuète. Hein. Ah bah là, dans celui-là, oui. C'était pas prévu. Enfin, et c'est qui rajoute le côté bon. Ah, c'est pas prévu le coup des ventouses? Le coup quand il me fera avec la ventouse, on l'avait. Puis Ça nous a dit aussi, je pense. avec Jean-Marie Poiret, si on regarde le nombre de faux raccords dans le film, c'est effrayant. Il y a des faux raccords de partout. Genre, allez, on tourne, il tourne, il prend ça. Ouais, on l'a refait. Mais moi, je suis arrivé sur le plateau, je savais pas ce que j'allais chanter. Il m'a dit, finalement, c'était ça. J'étais en vacances, il m'avait envoyé le truc. J'avais dit, mais je chante quoi? On hésite entre plusieurs et on doit dire en dire. Je suis arrivé, l'orchestre, allez, bon, on y va. La seule chose que j'ai pu rajouter, c'est un micro à 2000 balles. Ça, c'était d'impro, il était pété de rire. Je peux vous demander de laisser tomber avec le micro? C'est du matériel pro et ça coûte cher, merci. J'accède à ta requête, troubadour. Régale la noce de tes beaux airs. Mais il est con, quoi, un micro à 4000 balles. Jouer ces personnages-là, c'est pas... J'en reviens à Villeray, jouer un con, c'est formidable. Là, il y a quand même le crooner, c'est un peu con, quoi. Bon, c'est génial à jouer, mais
Non, pas jouer, c'est génial à être à l'image, pas à jouer. Ah non, mais clairement, mais franchement, Les Visiteurs 2, c'est... Bon, certes, je sais qu'en termes de réputation, le film, beaucoup le mettent en mode il est un petit peu moins bien que le premier, etc. Mais franchement, il y a des scènes... très drôle. Oui, il y a des scènes. oui, on n'a pas la surprise du premier, c'est sûr. Oui. Oui. Ah oui, puis le premier, ça a été impressionnant. Vous avez une technique au cinéma, au théâtre, pour justement ne pas rire devant des scènes comme ça? C'est parfois très compliqué. Parfois, heureusement, au cinéma, on peut refaire. Théâtre, moi, j'ai souvenir d'une pièce de théâtre que je jouais au Scar avec Roland Giraud. Et samedi en matinée, son personnage, à un moment donné, crie après sa femme, c'est pas possible, ah, ah, ah. Et au troisième, je vois un truc qui sort de sa bouche et qui traverse le plateau. Et je regarde, alors je pensais, c'est un molar. Et sa femme qui était assise, qui était vraiment sa femme dans la vie, qui jouait le personnage de sa femme sur scène, elle regarde, rien, et elle lui dit tout doucement, mais moi j'entends, t'as perdu une dent, Roland. Avec le souffle, la dent s'est décrochée, avait traversé le plateau. Incroyable. Et cette espèce d'enflure, il fait oui, parfaitement. Il se met à parler comme ça. Moi, c'était fini. Plus une réplique. Je me cachais derrière un fauteuil. Je suis concentré. Je sortais, je fais Monsieur Barnier, il faut. Et je repartais. Des fois, ça doit être dur. Ah oui, non, mais clairement. Ouais, c'est dur à gérer. Mais c'est tellement fun, ça nous fait des souvenirs. C'est vrai. Michel, je vous propose que l'on revive un événement que l'on a vécu tous ici, c'est le passage à l'an 2000. Et pour ce nouveau millénaire, tout simplement, vous allez passer devant les caméras de Alain Chabat, puisqu'on vous retrouve à Alexandrie, ou plutôt en Alexandrie, j'ai envie de dire, dans Astérix Mission Cléopâtre. D'ailleurs, on a un petit extrait pour vous, Michel. Submergés par leur nombre de deux, nous n'avons rien pu faire. Et nous avons dû... Fuir. Non, pas vraiment. Nous avons quitté le navire un peu précipitamment, disons. À la nage et elle était glacée. Non, elle était bonne. Elle était glacée. Bon. Donc, pour éviter les ennuis, évitons les navires gaulois. Mais pour les autres, pas de pitié. Alors là, c'est quand même une grosse machinerie quand même qui est derrière, 14 millions d'entrées au box-office, pour que nos auditeurs puissent se rendre compte un petit peu. Actuellement, Mission Cléopâtre, c'est le 8e plus gros succès au box-office en France. Au-dessus, c'est Avatar. Voilà, pour vous situer en termes d'entrée, voilà quoi. Donc c'est quand même énorme. Moi, j'ai pas mal de questions vis-à-vis de Astérix. Déjà, dans un premier temps, c'est est-ce que l'univers des BD de Astérix, vous étiez familier avec ça? Oui, absolument. Ouais. Ah oui, j'avais tous les Lucky Luke, les Spirou, les bandes dessinées, parce que ce sont toujours des personnages un peu à tronche, donc ça me ressemble. J'adorais. Donc c'est vrai quand Alain m'a proposé ça, évidemment, c'était une évidence. Et quand on est sur un tournage comme ça, d'une telle ampleur, vraiment, il y a des milliers de figurants, il y a plusieurs équipes techniques, on va dire, qui filment en même temps, voilà. On n'a pas quand même une sensation un peu de vertige, quand même, quand on se retrouve au milieu de tout ça, ou est-ce que vous étiez un petit peu à part, parce que comme l'extrait l'a montré, vous étiez avec Bernard Farcy, donc avec l'équipe des Pirates. Est-ce que vous étiez dans tout ce truc-là, ou vous étiez à part pour le plateau Non, on était avec l'équipe, mais... Avec Alain Chabat, on était tous on avait tous 13 ans d'âge. D'accord. On était tous des gamins, avoir envie de jouer, mais et puis c'était tellement simple avec Alain. Il dit la caméra là, il y a des réals, on entend bon caméra là, on y va, qui gueule souvent. Alors que lui, Alain, c'est tellement... On est toujours dans la déconnade. On s'amuse toujours avec... Il y avait une équipe aussi, Gérard... tout dingue. On se retrouvait tous les soirs à l'hôtel, à bouffer ensemble, à dire qu'est-ce qu'on tourne demain. Une envie de jouer, de participer à ce truc, parce qu'on sentait bien que c'était... ce qu'on a vécu enfant, les cow-boys, les Indiens, pam, t'es mort. Voilà.
Et Alain m'a l'air d'une simplicité. Déjà, je le raconte souvent. D'ailleurs, il me l'a dit il y a pas longtemps. Il me dit oui, j'ai entendu que tu disais du bien de moi. J'ai dit oui, tu me feras un chèque. Parce que c'est vrai. Il disait bonjour à tout le monde. Bon, c'est pas toujours au courant. Je me souviens, les pirates qui jouaient, c'était vraiment des Maltais, des mecs qui parlaient très mal. Ils avaient une langue, on comprenait pas. On essayait de parler un peu anglais et tout, mais ils ont très vite compris. Qu'on arrivait, on s'attrapait dans les bras. Hello, my friend, how are you? Les mecs, c'était un bonheur pour eux, à tel point qu'à la fin du tournage, ils nous ont tous offert un t-shirt à chacun, alors que les mecs, ils n'étaient pas argentés. Hein. Tellement ils ont pris leur pied, ils ont vu que on était des gens normaux, on voulait s'amuser, et surtout amuser le public en faisant un truc fun, sympa. Et à tel point que quand on est parti, on a tourné la première séquence à Malte, après on est parti plus tard tourner au Maroc, la suite, et après entre les parties on a tourné à Épinay-sur-Seine, et les séquences d'ascenseur dans le fin de film. Et Alain Chabat, la production l'appelle en disant Alain, pour le tournage au Maroc, les pirates, on t'en trouvera au Maroc, on trouvera des gens qui ressembleront. Il fait quoi? Il fait oui, on va pas amener les Maltais en avion, aller-retour, les hôtels, les machins. Et Alain a fait j'arrête le film. La production, quoi. Il fait non, moi je veux mes pirates, sinon j'arrête le film. Mais Alain, dans 5 minutes, je raccroche. Bon. Et on a eu les pirates, et on les a retrouvés au Maroc, les mecs en pleurs. Incroyable. C'est génial. Ouais. Mais c'est ça des belles aventures, c'est ça le cinéma, ça devrait être des rencontres simples, nature, pas des gens qui se prennent le chou, qui font chier tout le monde, comme il y en a de plus en plus. C'est effrayant. Ouais. Ça m'étonne pas d'un Chabat que quand on le voit tout le temps, il est toujours très sympathique, et ça m'étonne pas qu'il soit très sympathique aussi. Oui, c'est vrai qu'il a cette image-là. Bon, on n'a jamais eu la chance de le rencontrer. Hein. C'est vrai que par contre, je confirme, il est sympathique, contrairement à d'autres qui paraissent sympathiques et sont des. Ouais, c'est comme ça. C'est lui qui vous a contacté pour le film, ou vous avez passé à casting? Ah non, il m'a appelé direct. Il m'a dit c'est pour toi, regarde, machin. Il a dit voilà, avec Bernard Farcy, on fait une rencontre. Comme ça, je vous allez pouvoir voir un peu les costumes, les tenues, les perruques, les machins. D'accord, très bien. J'ai vécu des trucs. Depardieu, Gérard, première journée de tournage. Donc ils disent les pirates, on vient vous chercher à l'hôtel, et puis vous venez à la fin du dernier jour de tournage de Clavier, Depardieu, Jamel, etc. D'accord. Donc, ils finissent la journée de tournage, ils ramènent le bateau, ça se tournait sur un bassin artificiel, le bateau. Voilà, c'était le premier jour de tournage de Gérard Depardieu, Clavier, blablabla, tout le monde applaudit, nous on attend. Et il y a Gégé qui arrive, qui fait « Oh, salut ma poule, ça va ?» Je dis « Ben oui, c'est à toi qu'il faut demander. » Parce qu'il avait quand même été opéré d'un quintuple pontage coronarien 5-6 mois avant, quoi. Ah oui. Depardieu. Et il fait, ouais, regarde, il tape sur son truc d'obélisque, boum, boum, ça fait boum. Et puis on va boire un coup. Je dis, oui, on va boire un coup. Donc il y avait les tables alignées, machin, et on arrive au truc, et on prend chacun un verre, c'était des verres, des grands verres comme ça. Et le mec, il remplit. Le verre, il y avait pas loin d'un demi-litre. Moi, je réserve. Et il fait. Et il est bon, vas-y. Comme ça. Il n'a pas fait. Non, il a fait. D'un trait. Bon, vas-y. Voilà. C'est Obélix, hein. Oui, c'est Obélix. Voilà. C'était son rôle. C'est le personnage. Clairement. Toujours dans les années 2000, mais à début des années 2000, puisque en 2002, on vous voit beaucoup, en tout cas au cinéma. Après, je sais pas si c'est une question d'emploi du temps ou des choses comme ça, mais en 2002, vous allez apparaître aussi dans le film de Alain Berberian, donc qui s'appelle Le Boulet. Ah oui. Et donc vous jouez Monsieur Martinet. Voilà. Et donc vous êtes le running gag du film. D'ailleurs, on a un petit extrait pour vous. C'est ça. C'est ça, casse-toi, bon vol, morue, là. Ça va, monsieur Martinet? Ouais? Chaud aujourd'hui, hein? Donc voilà, moi si j'avais envie qu'on parle du Boulet, c'est parce qu'en fait dans ce film, il y a un autre acteur qui est connu aussi pour le côté second rôle. Qui est Jimou Nunsun. Jimou Nunsun. Ah oui, c'est le
C'est quoi? C'est les putains de triplés. C'est les putains de triplés. Vous savez, les policiers qui pourchassent Moltès pendant tout le film. Oui. Et ils sont 3 finalement. On apprend le twist. Et justement, Gérard Lanvin, il a cette réplique. Des putains de triplés. Voilà. Et donc, non, franchement, voilà. Donc, si on a voulu, c'est aussi, en fait, pour ça. Parce que vu qu'il y avait Jim Moonsoon, je me suis dit, bon, on va parler un petit peu du côté second rôle. Vous avez déjà répondu à cette question. Comme quoi, vous, c'était toujours ce que vous avez voulu faire et tout ça. Donc, quand on tape un peu votre prénom et votre nom, Michel Cremadès, sur Internet, ça, on tombe sur une interview de Lina. Ah oui. Et donc l'interview de Lina, alors je vais vous la montrer parce que globalement cette interview, elle a potentiellement pour moi, je pense, la pire introduction pour vous. Donc voilà, j'ai envie d'avoir votre réaction. Bonjour. Son nom, son prénom sont beaucoup moins connus que son physique. Michel Cremadès nous accueille dans sa maison de Bourgogne. Nous sommes à Sens, pas très loin de Paris, pas loin du théâtre, pas loin du cinéma. Alors, c'est ce physique qui est le vôtre. Un peu ingrat, on a dû vous le dire combien de fois. Donnez-moi vos mensurations. Bon, Michel, c'est quoi vos mensurations? mais c'est horrible. Non, vraiment. Comment tu peux dire des choses comme ça? Alors, après j'ai dit, je ne sais pas, mes enfants me trouvent très beau. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, pardon. Elle a convenu. Mais je pointais. Bon, pas grave, on s'en fout. Non, mais quand même, je me suis dit, mais ça, en 2025, voilà. Tu peux plus faire non, ça, c'est quoi. Impossible. Bon, là, c'est une image d'archive, voilà, qu'on s'est permis de rediffuser. Oui, c'était une journaliste de France 3, je sais plus, France 3 Bourgogne, oui. Très adorable, très gentil. Après, on a fait un tour dans le jardin, on est allé avec les gamins balader. Non, c'était très... Mais en sachant en plus que, je veux dire, ce qu'on appelle, moi je trouve que vous en faites partie, les gueules du cinéma français, c'est-à-dire que voilà, c'est pas des acteurs mannequins, c'est-à-dire que c'est des gens qui savent jouer, qu'on les reconnaît pour leur rôle. Exemple, voilà, Depardieu, Jean Reno, Louis de Funès même, encore plus ancien. Enfin, on pourra en citer plein, quoi. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Au contraire, justement, quand on n'est pas forcément mannequin, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui vont être choisis pour leur physique. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, et puis ils se ressemblent un peu tous. Moi, j'ai la chance. On cite le Boulet. Le nombre de gens qui m'arrêtent. Monsieur Martinez, je fais non, c'est Cremadès. Mais non, le Boulet, c'est Martinez. Je fais ah oui, c'est vrai. C'est formidable. Le nombre de gens alors qui me citent en latin le truc de Chabat, de Abissum, Midvocat dans le métro. Abissum, j'ai fait ah oui, c'est vrai. Il me dit ah ouais, on adore, c'est culte. C'est génial. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand on a une tronche, on marque, et pour peu qu'on aille dans le personnage et qu'on soit vrai, sincère, les gens ils retiennent. C'est mieux que d'avoir un physique moi je dis toujours, j'ai eu la chance, quand je suis né, je faisais déjà vieux, donc j'ai pas changé. Alors que, par exemple, Delon, il était très beau, et puis l'âge fait que. Alors que moi, j'ai été vieux dès la naissance. Quand la sage-femme m'a sorti, elle a fait. Elle a failli me faire tomber. Ne soyez pas si dur avec vous, Michel, enfin. Non. Il y en a d'autres qui s'en chargent. Vraiment, quand je suis tombé sur cet extrait, je me suis dit, c'est pas possible. Faut vraiment que je vous demande votre réaction quand même, parce que. Non, mais quand même, en 2025, ça pourrait plus se faire, je vous le dis honnêtement. On va continuer un petit peu donc notre voyage et passer donc les années 2010, puisqu'en 2011, vous allez passer sous la caméra de Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol dans le film Casse-Départ. Alors, je l'ai intégré tout simplement parce que c'est un film que Maxime aime beaucoup. Il aime beaucoup Fabrice Eboué. C'est un film qui a fait aussi beaucoup de vues au box-office, 2 millions d'entrées. Et qu'on a plaisir à regarder encore et encore. Oui. Moi j'ai plaisir à le regarder. Pour toi. Ah oui, non mais. Oui. Moi, après, je parle pas pour les autres, mais c'est vrai que j'ai énormément de plaisir à le regarder. Je le trouve très drôle. Il y a pas un passage où je m'ennuie, donc voilà. Oui, puis quand tu repasses, il cartonne. Ça marche bien. Ça marche très bien. Pareil, il y a un nombre de personnages incroyables. Ah oui. Oui.
le film, il est chargé, il y a quelque chose, et il raconte une histoire. quelque chose, voilà, aussi. Exactement, oui. Puis ils en jouent. Mais ce qui est intéressant, c'est justement aussi avec Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol, si on va un peu plus loin, on reste encore un petit peu dans l'esprit Canal qui n'existe plus encore à l'heure actuelle. C'est des gens qu'on va dire qui découlent du Jamel Comedy Club. Jamel faisait partie, on va dire, entre guillemets, de la bande avec Alain Chabat pour Astérix, Mission Cléopâtre et tout ça. Donc moi, là, ce qui m'intéresse, et là c'est marrant parce qu'on va pouvoir parler un petit peu d'actualité, c'était est-ce que vous regardez la télévision, Michel, donc que ce soit de la série télé, tout ça, et on en a parlé dans la voiture, donc je peux vous dire que oui, et ça va vous surprendre, les amis. Donc vous regardez des séries à la... Oui, je regarde des séries, mais je sélectionne parce que c'est incroyable. Quand je regarde sur Facebook, les gens qui parlent des séries, alors déjà, ces commentaires, j'ai pas aimé, c'est nul. Alors ça me... Et les gens, oui, j'ai adoré, j'ai regardé jusqu'à 4h du matin. Je me dis, mais les gens n'ont rien d'autre à foutre que de regarder la télé. Le nombre de commentaires... j'ai vu la série, du coup j'ai pas dormi la nuit. Mais tu bosses pas, tu fais quoi dans la vie, chérie? Mais ça m'inquiète, c'est angoissant. Mais ça, on a chopé ça, je crois, avec la Covid. C'est que tout le monde s'est jeté, moi le premier, sur les séries parce qu'on pouvait pas sortir. Et du coup, on a pris cette espèce d'habitude de passer sa journée à regarder la télé et ses nuits. Et j'imagine que le lendemain au boulot, ça doit pas être jojo. J'espère que les chirurgiens ils feront pas des nuits de série parce que je ne confie pas mon appendice. Hein. Mais c'est comme. Et l'autre jour, il y a pas longtemps, je regarde la fenêtre. Je pense une grand-mère à la porte d'une école, une gamine, une poussette, la gamine 3-4 ans, avec un portable comme ça. Ah oui. Ok. Ouais. Je me dis, mais on est parti dans une folie furieuse. Les gamins, ils sont gavés de téloches, de séries, de McDo. C'est effrayant. Oui. C'est un constat qui a été amplifié. L'éducation de mes gamins, on regardait des films noir et blanc, des machins, des trucs. McDo, c'était une fois par mois. Les fringues, ils me disaient j'aimerais bien avoir un t-shirt Nike. J'ai dit pourquoi faire? Oui, c'est beau. J'ai dit non, j'ai pas les moyens. Non. Alors de temps en temps, il y a un petit genre. Mais c'est sans arrêt. Il y a plus le plaisir. Je sais pas. Non mais oui. C'est de la surconsommation. Exactement, c'est totalement ça. C'est de la surconsommation. Mais par rapport donc, c'était quoi la dernière série que vous avez regardée? Et c'est le tueur là, Edouard, c'est Edouard, je crois. Edouard Jane. Ah oui, j'ai adoré. J'ai regardé 2 fois, incroyable. J'ai regardé 2 fois parce que moi j'accroche beaucoup au jeu, évidemment, les acteurs, les actrices. Le mec qui joue, il est somptueux, la mère, enfin, il y en a pas un qui soit mauvais. Alors des petites longueurs, oui, machin. Mais oh la vache! Et puis cet univers, moi j'adore les tueurs. Ah c'est mon truc. Et là dans cette série, j'adore le jeu du mec. D'abord il s'est transformé, on lui a mis un truc dans l'œil, il a failli perdre un œil, il a une coupe. C'est somptueux d'aller chercher un personnage comme ça, d'aller si loin. C'est du travail de composition de vraiment très 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 fort, en tout cas sur cette série. Et la lumière. Et je disais, ce que j'aime, contrairement à beaucoup de gens sur Facebook, je sais pas, bon, ils ont beaucoup de goût, je pense. Et qui disent, c'est très lent, je me suis endormi, je me suis ennuyé. Enfin, une série où c'est lent. On a le temps, on voit des gens monter comme ça. Ils filment juste l'escalier et les pieds qui montent. On comprend tellement de choses. Et d'un coup, on est dans l'image, d'un coup, ding, il y a une clochette, la porte qui s'ouvre. On fait, d'un coup, c'est la réaction, c'est fin, c'est pas ce qu'on voit maintenant, c'est avec des montages hallucinés, on n'a pas le temps de voir d'écouter ce que dit le mec, le contre-champ. Moi j'ai besoin de temps en temps
de prendre mon repas tranquille, pas de bouffer non, je vais pas leur faire la pub, mais le sandwich avec une tranche de viande, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais en vrai, moi, ce que j'ai retenu en fait de Monster, parce que justement, c'est la 3e saison donc de Monster. Certes, il y a de la lenteur, mais surtout, il y a un travail sur la peur, où ils ont, plutôt que de jouer sur les jumpscares, on va dire qu'il y a quelque chose qui est plutôt commun finalement maintenant dans le code des cinémas d'horreur, on va plus travailler les images subliminales qui arrivent. Oui. Mais sans rajouter du son derrière, etc. La première fois où Hitchcock montre la reconstitution de la maison de Ed Gein et il parle à son acteur qui va jouer dans Psychose et qui lui dit « Regarde dans le frigo, là, là où il garde. » Et qu'on voit ce qu'il mettait dans le frigo, on te le montre pas, en fait, en mode gros plan. C'est une image subliminale qui vient de faire ça et tu fais « Waouh !» Qu'est-ce que je viens de voir, etc. Et ce que j'aime aussi, c'est cette connexion entre la pop culture, parce qu'il a tellement, entre guillemets, inspiré des personnages connus des films, comme Norman Bates, Hannibal Lecter, Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc bref, c'est très des choses qui sont quand même très intéressantes. Voilà quoi. T'as une question ? Oui, parce que pour rebondir à ce que vous disiez, il y a beaucoup de personnes, s'il n'y a pas d'action ou un mort dans un film, ils disent que c'est nul, quoi. C'est ça. Alors qu'il y a tellement de choses à apprécier dans ce film. C'est ça, moi je peux lire une BD, puis je peux lire Monterland ou Victor Hugo. Il faut prendre le temps sur des choses. C'est pas la même façon d'absorber les trucs. Moi, j'adore Liam Neeson, j'adore. Je sais pas pourquoi ce mec, il me fait triper. Parce que, si, je sais pourquoi, c'est parce qu'il est frais. Alors, déjà, dans la ligne de Schindler, moi, à chaque fois, il me fait pleurer, je le maudis, j'ai fait putain, il est plus monstrueux que les nazis, tellement il est vrai, Et ces films d'action, j'adore, ça va vite, c'est trop, mais on s'en fout, on passe un moment, c'est fait pour. Mais il faut arrêter dès qu'il y a des choses un peu plus suaves, un peu plus. Prenez le temps de savourer. Bouffez pas ça sans l'heure en disant c'est nul, c'est trop lent. C'est marrant que vous parliez de Liam Neeson. Là, je sors un peu de mon conducteur, etc. Parce que dans l'actualité, il a pris un peu de risque, Liam Neeson. Je sais pas si vous avez vu avec la reprise de Y a-t-il un flic. Vous l'avez vu le Non, film? je l'ai pas vu. Non, mais c'était dans mon truc. J'ai pas vu. Je sais pas si ça a marché ou pas. On n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle. Non, mais vraiment, j'ai eu la chance de le voir parce que déjà d'une, j'aime beaucoup le producteur du film, qui est Seth MacFarlane, qui est le créateur de American Dad, etc. Donc, et on retrouve un peu cet humour-là à la American Dad, à la Albert à l'Ouest, etc. D'ailleurs, il était dans Albert à l'Ouest, Liam Neeson. Mais ouais, vraiment, il va loin dans la comédie et je le trouve qu'il est plutôt bon aussi dans la comédie, Liam Neeson. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille fortement. Michel. On a un problème. Boîte de nuit. Non, on a un problème dans notre machine à voyager dans le temps. Vous ne le voyez pas. Moi, j'ai le tableau de bord en face de moi. Il est indiqué que le carburant descend à une vitesse grand V. Notre réservoir doit être percé. Donc, je vous propose un petit jeu. On va devoir accélérer un petit peu votre voyage à travers votre carrière. Je vais vous citer donc une année et un film. Et vous allez me donner votre ressenti en une petite phrase sur le film. Vous êtes prêts ? D'accord. On est parti. 2012 Astérix au service de Sa Majesté. Je peux mettre un joker. Mais voilà, je cite le film où on prend que des têtes d'affiche, on mélange deux Astérix les Normands avec les Bretons, on secoue, et je me suis emmerdé. Je me suis emmerdé sur ce film parce que le réalisateur, paix à son âme, et je devais dire un texte au fond d'un puits, la tête en bas. On venait de prendre le déjeuner, donc j'avais envie de gerber, et j'avais toute une réplique, mais très très longue. Il me dit, il faut aller vite, allez. Quand je suis remonté, non, il sait pas ce que c'est la comédie, je suis désolé. Non, ce film... Oh. Ok. 2015, la véritable histoire des Robins des Bois.
J'ai un peu souffert, mais j'ai essayé de limiter un peu la casse parce que on voulait me faire dire des trucs absolument innommables. Je me suis donc j'ai raccourci et quand on me dit tu dis ça, j'ai fait non, je peux pas. Donc voilà, j'ai limité la casse. Bon, j'ai rencontré une équipe sympa, mais bon. 2016, Camping 3. Le réalisateur m'appelle, il me fait venir sur la péniche où il préparait le plan de travail, il dit à toute son équipe, Michel Camet, alors il a joué avec les plus grands Belmondo, machin, truc. Ah, j'adore Michel, je t'adore, je voudrais que tu sois dans mon film. J'ai fait, oui, avec plaisir. Et il me dit, c'est génial, il y a une journée de tournage. J'ai fait, mais il était sincère, c'est vrai. Et il me dit, les gens vont être tellement contents de te voir à la fin du film. On m'aperçoit 3 secondes et demie. Et c'était vrai, puisque moi je répétais à l'époque une pièce de théâtre et il me dit ça sera telle date. J'ai dit je peux pas répéter une pièce de théâtre. Il me dit non, on a le planning. Le planning était là affiché, donc ma date était notée, j'avais mon nom déjà, j'avais pas dit oui. Et et il a dit bon faut changer le planning, il faut qu'il soit là. Ouais, alors j'ai appelé mon agent, j'ai dit écoute, j'ai pas envie de le faire, j'espère qu'il ne m'entend pas, j'ai pas envie de le faire. Il m'a dit écoute, je vais demander très cher et puis comme ça ils diront non. Eh ben ils ont dit oui. Oh, donc je l'ai fait. Ah oui. De ce que je vois, nous allons avoir assez de carburant donc pour finir ce voyage. Donc on va arriver dans les années 2020. En 2021, vous apparaissez donc dans le film Super-héros malgré lui, réalisé par Philippe Lachaud. C'est une nouvelle bande auquel vous arrivez, donc la bande à Fifi. C'est quoi un petit peu votre ressentiment sur la bande à Fifi et je vous posais une question sur son prochain film, savoir si vous allez apparaître dans le Marsupilami. Il ne m'a pas appelé encore. C'est dommage parce qu'il sort au mois de février, donc ça va être compliqué, je pense. Oui, c'est un peu tard. Mais c'est rigolo parce que j'ai un coup de fil. Les gens, Philippe Lachaud veut voir. Philippe Lachaud, il avait sorti quelques comédies, mais moi, je crois que je les ai pas vues. Bon. Et j'ai un copain du Sud-Ouest à qui je dis, un mec qui m'appelle, Philippe Lachaud, il me fait oh putain, la bande de Fifi, il faut que tu le fasses. Et je dis mais attends, pourquoi? Mais c'est génial, c'est formidable. Je dis bon. Et puis j'ai reçu le truc. Alors j'ai trouvé rigolo parce que Lachaud il m'a dit c'est bien que tu aies accepté ce tournage. Il me dit parce que et tu sais pourquoi on t'a pris de toi. Il me dit parce que les ripoux, c'est un truc que j'ai retenu. Tu voles le sac d'une vieille sur le marché. Il me dit là c'est quelqu'un qui vole ton sac. Il me dit c'est vraiment un clin d'œil. Mais ça me surprend pas de Philippe Lachaud parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture dans le cinéma en règle générale. Voilà, on l'avait vu, ça lui tient à cœur. Nicky Larson, il a vraiment été dans des détails, des choses comme ça. Donc ça me surprend pas du tout qu'il ait entre guillemets qu'il ait fait ce petit clin d'œil comme ça pour ceux qui vous ont vu dans les ripoux. Et puis moi je trouve le film très drôle. Nous on a adoré Super-héros malgré lui. C'est une des rares comédies vraiment où vraiment il y a des vannes qui m'ont tué, genre le Wolverine qui sort de la Dacia Logan. ça reste dans ma oui, c'est sûr. Vous avez des choses à dire sur la bande à Fifi, tout ça et tout? Parce que sinon, on va passer à une des rubriques qui va prendre un peu plus de temps, puisqu'on a la chance, dans le studio, d'avoir Alexandre Messina qui est là. Donc, on va vous passer la bande-annonce du film d'Alexandre, où Michel, vous êtes dedans. Il s'appelle Je t'aime, filme-moi. Bonjour madame, nous venons vous montrer le film, vous vous rappelez? Je t'aime. Je t'aime. Nous redonnons du sens au cinéma. Notre concept est simple et novateur. Nous filmons votre déclaration d'amour, nous l'apportons et la délivrons à son destinataire. C'est avec qui? Avec qui? Casting. Vous voulez pas que je vous raconte l'histoire d'abord? Si, énorme. Alexandre, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le réalisateur de Je t'aime, filme-moi. Moi je vais déjà vu que c'est un film qui est quand même
on va le dire, un petit peu particulier dans sa distribution et tout ça. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu le projet, la genèse de tout ça et comment vous en êtes venu à faire ce film. Alors, Je t'aime, filme-moi, c'est un film impossible à refaire. Je crois que c'est... Oui. Je t'aime, filme-moi, c'est d'abord une rencontre, une réunion de deux artistes qui sont vraiment à l'opposé, qui sont donc Michel Crémadès, ici sur le plateau, et Christophe Salingro, qui est aussi une espèce d'ovni, un truc un peu bizarre dans le monde du show business, parce qu'il est acteur, il est danseur, et puis c'est un personnage avant tout. Et quand on s'est présentés tous les trois, ça a bien matché entre les deux. Et je me suis dit, c'est formidable. Donc le prétexte au départ, c'était de raconter deux branquignoles, entre guillemets, passionnés de cinéma, dans ce monde où justement les films sont très formatés, etc., qui allaient à l'aventure comme ça, qui voulaient, à la façon des Frères Lumière, aller filmer dans les rues, dans les HLM, sur les marchés, et notamment capter des déclarations d'amour. C'était le parti pris du film. Et tout en évoluant, puisqu'après Christophe, à la fin de la partie fiction, puisque le film est une fiction documentaire, donc c'est déjà un genre un peu à part. Exact. Puisqu'il existe les documentaires fiction, mais il y a très peu de fiction documentaire. Il y a Alain Resnais qui s'était essayé à la chose. Donc c'était le parti pris après est devenu d'aller filmer des vrais gens pour les déclarations et pas des acteurs qui jouaient des situations de déclaration. Et on s'est aperçu très vite qu'il se passait un truc incroyable. Vous posez la question à quelqu'un, c'est quoi pour toi l'amour ? Il y a un truc déjà dans l'œil, il y a un truc une énergie qui arrive. Et on s'est dit, tiens, c'est drôle, ça donne des choses très, très entières. Et puis les gens ont vécu des trucs incroyables, quoi. Beaucoup dans la frustration, d'ailleurs. Oui. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a tous des histoires d'amour non vécues formidables. Ah oui, déjà, et puis c'est la dualité de ce mot et de ce sentiment, de se dire que c'est quelque chose qui, sur le papier, devrait amener du bonheur, et que quand ça se passe mal, ça peut amener beaucoup de malheur, voire même ça peut détruire des gens. Ah, c'est terrible. Et donc ouais, c'est très pour intéressant. Dire à quel point que c'est étonnant, j'ai même un copain, un jour il m'appelle, il dit écoute, j'ai un copain, il vient de plaquer sa nana, et il est en pleine dépression, il faut que tu viennes le shooter parce qu'il est comme il faut. Il est à point. Il est à point, c'est bon. Allez, et effectivement, ça donne un truc, il est d'une écorchure dans le film qui est terrible, quoi. Et alors après, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas voir aussi des personnalités de la chanson, du cinéma, de la télé, etc., demander leur point de vue, mais pas en tant que personnage d'un film, mais en tant qu'eux-mêmes. En tant qu'eux-mêmes. Et on a beaucoup qui ont accepté. Certains nous ont dit, je ne peux pas parler de ma vie privée. Mais d'autres qui ont joué le jeu. Le silence qui précède la prestation de Thomas Dutronc qui parle d'amour est formidable. Formidable. Et justement, tiens, c'était un peu la question que je me suis posée, c'est comment on fait pour réunir autant de témoignages comme ça. À l'heure actuelle, pour situer un petit peu nos auditeurs, ce qu'on pourrait dire, c'est que chaque personnage va venir parler donc de sa définition de l'amour. C'est ce qu'on pourrait très bien, à l'heure actuelle, dire que c'est un caméo, quoi. Donc on a des caméos donc de grands noms. Hein. Vous avez cité Thomas Dutronc, pardon, mais on retrouve donc Pierre Richard, Zinedine Soualem, Lionel Abelansky, bref, et plein d'autres. J'avais noté aussi Karine Ventalon, mais elle a plus un rôle en fait entre guillemets sur le long métrage. D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir donner l'accès en tout cas pour voir ce film. Donc mes camarades ont pu le regarder et ils ont pas mal de questions à vous poser. Donc comment on fait en fait pour réunir un petit peu tout ce beau monde ? Alors déjà on a eu une chance, c'est que le film a pris deux retards en fait. Le premier, c'est parce que on a tout de suite Christophe Salingro qui 2 semaines après le tournage tombe dans le coma, avec 2 années d'hôpital et puis derrière son départ. Et on avait besoin de 2-3 petites choses encore. Donc on s'est dit, tiens, on va aller filmer davantage de déclarations pour que la partie fiction tienne bien le coup. Et l'autre truc, c'est le Covid. Parce qu'on était prêt à sortir en 2019 et le Covid nous a bloqués. On a malgré tout continué à tourner. Et en fait, c'est la durée
du tournage et la durée du montage qui permet de donner ce truc qui est impossible à produire, en fait. Ok. Beaucoup de gens qui connaissent m'ont dit que c'est impossible, on ne pourrait pas le produire, un film comme ça. Il faut une liberté, il faut une disponibilité, il faut qu'on s'adapte à des... un jour, on arrive, Firmin Richard, on a rendez-vous avec elle dit « Ah bon, c'est aujourd'hui ?» Si on est une équipe avec 25 personnes, c'est compliqué. Ça, c'est et en bien, même temps, et en même temps, il y a une partie fiction qui est très cadrée, et puis la partie documentaire, les gens viennent gracieusement, c'est du documentaire, ils sont dans leur statut d'acteur ou de présentateur télé, etc. Comment vous avez financé ce film ? Ah, c'est impossible. C'est impossible à dire. Hein. C'est impossible à financer. Il y a une phrase qui sort en ce moment, qu'on voit beaucoup sur les réseaux, d'Orson Welles, qui dit un film, c'est 5% de talent et 95% de prostitution. Alors... C'est un peu ça. Alors on va mettre les formes. Voilà. Et notamment, on a fait une levée de fonds. Alors on a des partenaires qui sont inscrits au générique de début, qui ont mis quelques billets. Et puis on a fait une levée de fonds qui a permis à près de 600 contributeurs de venir en fait soutenir. Sur un site participatif. Sur une des plateformes européennes la plus reconnue. Ok. Et ça a bien marché. Et en fait, c'est une manière aussi de donner le pouvoir, entre guillemets, au peuple, aux spectateurs. Parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans le cinéma. Ah oui. Et moi, j'aime bien quand il y a l'accès direct des créatifs avec directement les consommateurs, entre guillemets. C'est ce que j'allais dire. Et puis souvent, les intermédiaires disent « Oh non, ça ne pas marché ». Ils ne prennent pas de risques. Non, il faut que ça rentre, que les pépettes rentrent. Donc, c'est quoi ça ? C'est dommage de ne pas prendre de risques pour des producteurs, pour des gens dans ces métiers. Et puis souvent, maintenant, les producteurs étaient avant des artistes, ils lisaient les scénars qu'ils recevaient. Maintenant, ce sont des financiers qui ne lisent pas le scénar, qui disent « il y a qui dedans ?» Et juste pour rentrer dans leurs frais et puis gagner, Eh ben oui, bien sûr. La dualité du cinéma, à la fois l'entreprise et l'art, voilà, donc c'est quand même très, très compliqué. Mais le côté que Alexandre parlait, entre les intermédiaires et les choses comme ça, dites-vous bien que si potentiellement cette émission arrive à se faire, c'est parce que justement il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai envoyé un message à Michel sur les réseaux en mode ça passe ou ça casse, quoi. Et vous m'avez répondu, donc super, merci. Merci d'être là. Et puis après, il y a des choses qui se sont faites et qu'on a pu aussi avoir Alexandre qui est venu sur le tournage, sur le plateau pour en discuter. Voilà, quoi. Maxime, tu voulais dire autre chose ? Moi, je trouve que ce format-là, je ne connaissais pas vraiment, effectivement, comme vous dites. On a l'habitude de voir des docu-fictions et les fictions documentaires. C'est vrai que c'était assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé, effectivement, Michel, parce qu'il y a un côté drôle, parce que il y a vraiment des moments rigolos, notamment quand vous passez l'arrosoir sur Christophe complètement nu, et des scènes énormément touchantes, comme quand par exemple vous interviewez en fait finalement votre fille dans le film. Et j'ai trouvé ce passage vraiment très touchant. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais. Ah, c'était formidable, cette fille. Formidable. Ouais. Ah, la caméra était sur elle. J'ai regretté, j'ai dit à Alexandre, dommage qu'en même temps, tu ne m'aies pas filmé moi, parce qu'elle m'a tellement bouleversé. Ouais. C'était vraiment... Ça se ressent, même avec vos yeux, ça se ressent. Ah ouais. À un moment donné, on voit à bout de souffle, normalement, il y a une image. Et d'ailleurs, vous avez eu la première qui passe, c'est l'actrice Alix Benezek, qui joue d'ailleurs dans Nouvelle Vague, exact, qui sort, donc j'ai trouvé ça un film rigolo, qui raconte un peu la production de À bout de souffle, voilà. Ouais. Et À bout de souffle qui était réalisé par Godard. Oui, voilà. Gary, t'as des choses à dire sur Je t'aime filme moi ? Oui. Moi je trouvais très, très intéressant parce que parmi toutes les personnes que vous avez filmées, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans un ou deux personnages dans le film. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il fait une déclaration à son chat. Ça a pu être moi. Oui, il y a Pierre Richard, par exemple, qui, lui, fait juste des gestes, en fait. Et c'est vrai que c'est drôle, parce qu'en fait, finalement, il parle pas, mais voilà. Et j'ai vu qu'aussi, vous avez tourné aussi dans le département de Lyon. Oui, absolument. J'ai reconnu un endroit, à Migène. Oui, tout à fait.
J'habitais là-bas. C'était un tournage épique. Hein. On s'est gelé le cul. Hein. Il faut le dire. On a bouffé beaucoup de sang. Oui. Mais c'est tellement sain. On était tellement joyeux de tourner, de voir des choses. Et puis Alexandre, je l'appelais, je lui disais, mais t'as pas fini le tournage ? Non, j'ai encore des interviews, C'est incroyable. Et puis effectivement, quand on voit, et puis le montage, il a pas un sein. Il était vraiment inquiet parce qu'il voyait sur les réseaux qu'on avait un coup c'était Pierre Richard, un coup c'est l'autre, un coup c'est un tel, et il me disait mais c'est incroyable. Ah oui, c'est le métro Goldwyn-Mayer. On a plein de gens. Il y avait combien de gens dits célèbres ? 25, je crois. 45. 45. Oui, vous avez eu l'âme aussi. Et je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'Alexandre, c'était une prise. Oui, alors c'est très important. Oui. Ah, oui. C'est vraiment l'éthique de la partie de documentaire. Le côté, d'abord, c'est dans le jus, il y a tout dans la première prise. Authentique, quoi. Il n'y a pas besoin de refaire. Et non, et si on refait, c'est pas bon. Et s'il y a un problème de son, on se débrouille, mais on l'arrange en post-prod, mais c'est pas possible. Parce que deuxième prise, la personne va jouer. Et oui. Alors, première prise, c'est, comme tu dis, pur jus. Et moi, je fais même ça en fiction. J'adore les premières prises. J'allais vous poser la question. Mais oui. Parce qu'on s'est plus ou moins dit qu'il y avait une différence de son sur une scène, et donc ça peut potentiellement expliquer un petit peu ça. Voilà, le côté. Bien sûr, bravo. On essaye de produire un petit peu, donc on remarque un peu les choses. Oui, quoi. parce que les conditions étaient pas, c'était pas facile. Avec Christophe, quand il s'est mis à neiger, puis d'un coup il y a eu d'un coup le soleil, il a fait 40 degrés. On s'est dit, on est où là ? Migène, c'est incroyable. Et puis dans ce lieu, l'escale. Ah oui, incroyable. Oui. Ouais. C'est là où Johnny Hallyday a commencé. Tu sais que j'allais te dire cette anecdote. Mais je connais très bien, j'ai habité là-bas. Cette anecdote est folle à chaque fois. Quand tu passes. Je l'avais pas. Tu savais pas Qu'il ait commencé là-haut, non, je savais pas. Une des premières scènes dates de Johnny, c'était à l'escale à Migène. Totalement random. C'est totalement random. Voilà, tu te dis, c'est fou, quoi. Et il faut revenir sur le fait que quand j'ai envoyé le scénario à Michel, il m'a dit mais je peux pas apparaître comme un dragueur comme ça pas crédible. C'est vrai. Je dis mais si, je suis sûr que tu vas être très très bien là-dedans parce que tu les fais rire. Oui, c'est ça. Voilà, on en revient à ce qu'on disait au début. C'est important de faire rire. Je fais rire. Et du coup, c'est vrai que j'ai dit, attends, le mec, comment il fait pour sauter toutes ces nanas là, c'est pas possible, mais si, on va y arriver. Après, je me suis dit, oui, c'est vrai, la tchatch, le côté un peu à l'italien, comme ça. Et c'était marrant de voir que lui était vraiment bien dans sa peau, à côté d'un Christophe, qui pouvait passer par des états d'âme, etc. Ça marchait bien, du coup, dans le binôme. Ouais. Mais question un peu plus personnelle, vous vous êtes rencontrés comment ? Est-ce que c'est ce tournage-là qui a fait que vous vous êtes rencontrés par des contacts ou des choses comme ça, ou vous vous connaissiez d'avant ? Il avait joué un film, un court-métrage dans lequel il tuait sa mère, mais d'une manière sauvage. Et je m'étais dit, mais c'est formidable, parce qu'il peut passer vraiment de la grande comédie à quelque chose de plus... Et ça m'a intéressé de voir, de le voir dans un film qui soit pas forcément qu'une comédie, qui raconte autre chose. Et on s'est rencontrés, et puis ça a marché tout de suite. Oui. Oui. Puis on a même travaillé ensemble sur l'écriture. On s'est dit, tiens, regarde la séquence où les pneus qui sont volés. Je trouve que ça, j'y crois pas. Ah oui, voilà. Puis Alex, il est très ouvert. Hein. On papote, on refait, on boit des coups parce qu'on adore picoler. Et non, non. Et puis moi, c'est le plaisir encore une fois, d'aller dans le vrai, dans ce qu'on a envie de faire quand on n'est pas bordé par des... quand on est sur des gros tournages, je dis toujours, on est sur des gros tournages, on perd beaucoup de choses parce qu'on est pris en charge et toujours toutes les 5 minutes, quelqu'un, tu veux un café, tu veux un verre d'eau, est-ce que tu veux que je t'amène aux toilettes pour aller pisser, tu veux que je te donne la tienne, en fait, bon, ça va trop loin parfois, c'est trop, et parfois on perd la simplicité, voilà. C'est pour ça que des tournages de Chabat, c'est où on est dans des équipes
c'est génial. Parce que malgré l'ampleur de, par exemple, de la mission Cléopâtre, en fait, finalement, on reste sur quelque chose de plutôt sain et de plutôt simple. Oui, simple, nature. Pareil, Micmac attire l'arigot. Oui, j'en ai pas parlé. Vous avez tourné pour Jean-Pierre Jeunet, oui, exact. Jean-Pierre Jeunet, c'est un bonheur parce que il transpire l'amour de la pellicule. Il a les yeux, le dernier jour de tournage, et il a dit, avant qu'on fasse une deuxième prise sur machin, je voudrais vous dire merci à tous. Il avait les yeux pleins de... Et je vous fais un cadeau, il nous a fait un cadeau à chacun. Mais il était ému, c'est bon. Ça, oui, ça, j'achète. Ouais, ce genre de personnage. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Oui, alors d'abord j'ai un rôle de salopard à proposer à Michel Cremades. Ah, ça y est, à sa demande. Il est écrit. C'est écrit. Je vais bientôt pouvoir lui faire lire une mouture. J'achète. Oui, on a un sujet inspiré d'une histoire personnelle, puisque mon père s'est, entre guillemets, euthanasié en 2019, et j'en fais une fiction documentaire sur la fin de vie, qui apparaît comme ça très sinistre, mais en fait non, c'est un film qui interpelle une réalité à laquelle on est confronté depuis très peu de temps. Curieusement, c'est la fin de vie, c'est quelque chose qui nous touche. On y réfléchit tous. On se positionne tous en amont ou au dernier moment. Mais par contre, de manière, voilà, il faut que ce soit toujours, il faut que ça reste un spectacle, il faut qu'on passe du moment, qu'on rit aussi, qu'on pleure, qu'on partage des moments d'émotion. C'est pas un truc sinistre, on va danser dans ce film. Moi, j'aime bien quand on sort de mes films un peu joyeux. Parce que j'ai une expérience, un de mes premiers films, la dernière scène est terrible. Il y a l'héroïne qui se fait tuer de manière violente. Et j'ai un spectateur, il est sorti de la salle, moi j'étais dehors dans le couloir. Il dit, mais pourquoi vous faites des trucs comme ça? On a besoin. Ce type-là, il m'a réveillé. Massacre à la tronçonneuse. Il m'a réveillé, ce type-là. Il m'a dit, mais on a besoin d'espoir et tout. Et là, il n'y a aucune issue, quoi. Ah oui, c'est sûr que quand on termine sur pas une happy end, justement. Et ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais on peut être utile au cinéma et en même temps qu'il y ait une fenêtre un peu ouverte. C'était... Quand on a fait des projections de Je t'aime, filmez-moi, c'était extraordinaire. Les gens dans la salle, quand la lumière s'allume à la fin, ils sont en suspension. Et on a eu des témoignages. C'est ce que vous disiez. Tout le monde se retrouve dans un... Et les gens nous racontaient leur vie. Tu te rappelles, on nous a mis dehors un soir. Ah oui. Le type, il nous racontait encore sa vie sur le trottoir. Oui. J'ai dit à Alexandre... T'aurais dû le filmer. Mais oui, vous avez aussi tourné en 2021 Elle danse, c'est ça? Oui, Elle danse. Un documentaire sur une danseuse qui va à l'hôpital et en cancérologie. Voilà. Donc effectivement, là, c'est totalement ce que vous dites. En fait, c'est que vous filmez l'espoir et le bonheur. À travers de l'art-thérapie finalement, c'est ça? Parce qu'on m'a dit après coup, la moitié du film est morte. Mais malgré tout, on danse, c'est plein d'espoir, c'est joyeux. Voilà, il y a de l'espoir, c'est une réalité. Et Aude, que j'ai filmé dans le cadre de ce film, qui est la danseuse qui intervient en milieu hospitalier, elle avait un leitmotiv que je trouvais intéressant, c'est de dire jusqu'au bout, il y a de la vie, donc apportons de la vie, on danse, il y a de la musique. Et j'ai trouvé ça incroyable de pouvoir amener une caméra dans un endroit où elle ne va pas. On est d'accord. Je pense qu'on le voit pas assez. Ouais. Non. Et donc en off, vous nous disiez que vous travaillez sur 3 projets. Donc là, on en a évoqué 2. Ce serait quoi ce troisième? Alors, qui sont assez bien avancés. Il y en a un sur la santé mentale. D'accord. Sujet d'actualité aussi. Avec Zindine Swalem notamment. Ok. Dans un rôle justement pareil, un emploi qu'on n'a pas l'habitude forcément de le voir. Lionel Abelansky également. Ok. Mais je vous enverrai les images. Merci. Et il y a un qui est plutôt un film télévision, c'est sur Claude Santelli. Alors ça ne dira rien à personne. Claude Santelli, c'est le théâtre de la jeunesse. C'est les dramatiques, c'est les mots passants qui passaient le dimanche après-midi sur les chaînes de télé. Et c'est quelqu'un qui a fait travailler à ses débuts Lucchini. Vous avez une 50aine d'artistes qui existent aujourd'hui, qui ont démarré avec Claude Santelli.
D'accord, super, merci pour tout. Et c'est l'occasion, pareil, toujours dans ce côté un peu documentaire. J'ai des ministres, des premiers ministres qui interviennent dans le film, des acteurs, des écrivains, enfin voilà, des gens qui témoignent de ce que fut cette télévision dans ces belles années, quoi. Et là, plus une question, on va dire, là qui vous concerne vous, parce que j'ai l'impression que le documentaire vous intéresse, donc c'est vraiment la retransmission, on va dire, de la vraie vie. Mais est-ce qu'un jour vous avez pas envie de passer le cap et de faire uniquement de la fiction? Mon premier film est une fiction. Ouais. Les Marais criminels, c'est une fiction. Et y revenir maintenant? Alors, Je t'aime filme moi m'a ouvert un genre qui est passionnant, en fait, de faire intervenir. Vous voyez, par exemple, dans la fiction du film sur la fin de vie, qui s'appelle Lilo, c'est le prénom de mon papa. Vous avez la partie fiction qui est très cadrée. Vous avez le médecin joué par Grégory Dérangère, pas rien. César du meilleur film, meilleur acteur pour Bon Voyage de Rapneau, qui sort d'une pièce pour entrer dans un truc, et la personne qu'on voit, c'est quelqu'un, c'est un vrai médecin, une vraie personne. J'ai accompagné une personne qui a bénéficié d'un suicide assisté, donc en Suisse, qui est le fil rouge de ce film. Pareil, c'est un truc qui me tombe dessus. Héloïse, qui est un personnage que vous allez découvrir dans le film, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, c'est une personne incroyable, 49 ans. Et qui décide. Atteinte d'une maladie incurable, d'un trouble bipolaire du stade le plus important, qui me dit c'est sans issue, il n'y a aucune... Et elle a préparé son dossier, mais c'est une prof quand même l'école... merde, j'oublie son... Pardon. Elle a préparé son dossier, elle a réponse à toutes mes questions. Et je lui pose même la question, mais pourquoi ne pas se suicider? Parce que je me fais l'avocat du diable, plutôt que de vouloir bénéficier d'un suicide. Elle me dit, mais non, c'est dramatique un suicide. Je vais me jeter par la fenêtre, je vais peut-être être vu par un gamin, ma mère, elle va devoir ramasser mes morceaux. Enfin, c'est pas possible, c'est indigne. Je veux mourir normalement, dignement. En fait, c'est ça. C'est mourir dignement. Le truc. C'est très intéressant parce que c'est vrai que ça c'est un sujet, on va dire, qui est un petit peu d'actualité, carrément. Ça on en parle de plus en plus. Et pour répondre à votre question, quand j'ai fait de la fiction, je voulais tellement donner cette vie du documentaire où on ne joue pas, ce que disait Michel tout à l'heure. Un vrai acteur, il joue pas en fait. Il vit la situation, mais il la vit tellement que finalement je réunis, en ce moment en tout cas, les deux genres. Que je trouve très forts. Ouais, mais est-ce que vous avez des exemples, on va dire, de films peut-être à très gros budget qui sont des films que vous pourrez aussi mettre dans la partie fiction, réalité ou docu-fiction qui vous ont plu? Genre moi j'en ai un en tête que je trouve passionnant parce que c'est un film qui mélange à la fois donc de la fiction qui est de base parce que l'univers n'existe pas, mais il le filme d'une manière documentaire et en plus de ça il y a de la science-fiction. C'est District 9 de Neil Blomkamp. Et je trouve que ça c'est absolument dingue. Ce film a très bien marché, il voulait faire le 2 qui s'est jamais fait. Ouais, mais parce qu'il suffit à lui-même. Il suffit à lui-même. Après, ce film. C'est une fiction, mais tournée un petit peu à la forme documentaire. C'est encore un peu différent. Mais il utilise tous les codes du documentaire. tout à fait, c'est-à-dire que quand tu le regardes, il y a du zoom à l'intérieur, etc. Mais après, dans les premiers, tu peux citer le projet Blair Witch ou des choses comme ça, qui étaient fait un peu de cette manière-là. C'est une fiction. Mais comme si on était à la place. Mais le fan footage, je l'aurais pas mis là-dedans, tu vois. Parce que le fan footage, je trouve qu'on est plus proche peut-être des codes d'internet à l'heure actuelle, du vlog ou des choses comme ça, tu sais, caméra à la main tout le temps, machin, ça va très vite. Mais là, vous êtes sur la forme du film. Ouais. Alors que moi, c'est le fond. Le gars qui parle de mort parce qu'il est concerné, aucun acteur ne pourra rendre ça. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Non, mais c'est super intéressant. Quand Héloïse, elle me dit à J-4, 3 phrases, parce qu'on est à J-4, aucun acteur ne peut jouer. Il peut le jouer, bien sûr. Mais là, il y a une vérité, on sait que dans 4 jours, elle n'est plus là, quoi. Et puis il y a l'émotion derrière, puisqu'on sait ce qui va se passer. Carrément. En tout cas, merci pour ce partage, Alexandre. Avant qu'on conclue justement cette émission, on va parler un petit peu de votre actualité, Michel, puisque actuellement vous étiez sur les planches du théâtre. Vous êtes un acteur aussi un comédien qui fait aussi du théâtre.
Donc, parce que moi j'ai noté que quand même vous avez fait pas mal d'œuvres. De 2015 à 2019, vous avez joué donc dans la pièce Les Faux British. Oui. Ouais. Ouais. Voilà. Et dernièrement, donc, on vous voit dans Tout va très bien, donc qui est mis en scène par Arthur Junio. Et là, vous m'avez dit dans la voiture, comme quoi la tournée reprendrait. En janvier. En janvier Voilà. 2026 jusqu'à juin 2026. On a fait déjà une première tournée de janvier 2025 à juin 2025. Et là, donc, on repart sur les routes. On repart sur les routes parce qu'on ne peut pas jouer cette pièce à Paris parce que Laurent Rournac est pris par sa série Camping Paradis. Donc, il est pris. Donc, c'est la période janvier-juin. Ça va, il est libre. Donc, on joue en France, en Suisse, en Belgique, un peu partout. Il y a eu une captation d'ailleurs, mais j'aime pas les captations. Faire une captation d'une pièce de théâtre, c'est pas bon. Je trouve que non, il faut vivre, il faut être là, dans la salle. C'est pareil pour les Faux British. Moi, j'ai pas voulu faire la captation des Faux British parce que c'est une pièce qu'il faut vivre, une pièce où tout se casse la gueule, où les comédiens sont amateurs et tout part de travers. C'est une pièce absolument géniale. La preuve en est, moi je l'ai jouée 6 ans, un peu en alternance aussi, et puis en tournée. Et à chaque fois c'était un carton. Elle a joué une pièce 6 ans, et elle a repris avec une autre équipe. Hein. Ouais, c'est énorme. Voilà. Mais non, mais la captation... ce que vous appelez la captation, donc en fait, c'est vous jouez et c'est filmé sur... Voilà. D'accord. Parce qu'il y a aussi des pièces de théâtre qui sont adaptées en film, comme par exemple Le Père Noël est une ordure, où là, c'est totalement différent, mais il y a la pièce et ils ont fait un film. Et on va même aller plus loin. J'ai une anecdote. Alors, nous avons un chroniqueur, on va dire, dans cette émission qui s'appelle Jérôme. Voilà. Jérôme, vous le connaissez plutôt bien, quelqu'un qui vous connaît plutôt bien aussi. Et lui, il a vu une adaptation du Père Noël est une ordure que vous avez mis en scène. Ah oui, c'est vrai. Théâtre municipal de Sens, et il m'a dit que vous aviez mis énormément des clins d'œil au sein de la scène, etc. Comme par exemple, il m'a cité tout à l'heure par message une Katia qui prend une pause à la James Bond Girl pendant toute une séquence qui n'intervient pas, elle est juste comme ça, posée sur le côté, et ça l'a beaucoup marqué. Ah oui. Et donc justement, vous vous êtes un petit peu justement essayé à la mise en scène. Vous aimeriez bien essayer d'y revenir ou pas du tout? La mise en scène, pourquoi je m'y suis essayé? Parce que j'habitais Sens de très nombreuses années, et j'ai tout de suite j'ai rencontré des gens qui auraient pu être comédiens, qui ont touché, et puis qui, par la vie, parce qu'ils sont devenus pères de famille ou mères de famille, ne sont pas allés plus loin. Mais des gens avec beaucoup de talent. Et donc, je me suis éclaté avec ces gens-là, à monter des pièces. Effectivement, j'ai eu ça. Il y a eu Froufrou les Bains. J'ai eu encore deux, trois pièces. Et Le Vent des Peupliers. Ah oui, c'est magnifique, cette pièce, magnifique. Et je me suis vraiment régalé. Mais mettre en scène des comédiens professionnels, je n'ai pas envie, je n'ai plus envie, je n'ai plus la niaque. Parce que, autant on travaille avec des gens, je dirais presque semi-pro, amateurs, mais on peut justement trouver la joie du travail. Avec des comédiens professionnels, c'est « Attends, je comprends pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Bon, ça va me prendre le chou très vite. J'adore la simplicité de cette phrase, ça va me prendre le chou, mais très très vite. Oui, donc, ça pourrait être dans Kaamelott, ça. Oui. Et puis, il faut trouver un financement, il faut trouver... Mais tu vas prendre qui? Il est connu, elle est connue, on retrouve le même système de... il faut que ce soit rentable. Non, moi, je montais les pièces que j'ai montées, on s'est amusé, éclaté, on a répété des heures. Froufrou les Bains, on répétait à Sens dans un local, on était tous en manteau avec les bonnets et tout, il faisait moins 4 degrés, mais on a rigolé. Eh ben ça sent, le public à la sortie, j'ai dit oh merci, c'était génial, on va oublier nos soucis pendant une semaine. Moi c'est comme ça que je veux travailler. Non, c'est très intéressant. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Michel, d'être venu nous parler un petit peu. Avant de conclure vraiment cette émission, je vais vraiment remercier Alexandre Messina d'être venu justement sur notre plateau pour parler de son film et de vos futurs projets qui sont très intéressants. Vraiment, merci beaucoup. Ah oui, oui, clairement. Moi, j'espère que on a réussi à retranscrire vraiment
un petit peu votre carrière au mieux. Voilà, vous nous excusez si on a oublié ou omis des choses. Voilà, on essaye que le voyage ne prenne pas trop de temps pour nos auditeurs. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup cité le box-office en fait pendant cette émission, tout simplement parce que en fait. Moi, je me suis dit qu'on vous associait trop souvent en fait, au fait que vous étiez un second rôle. Même si vous avez expliqué pourquoi vous aimez être un second rôle, mais vous êtes aussi, je pense, aussi important. Et donc, je me suis amusé à compter tous les box-office que vous avez pu faire dans votre carrière. On arrive à une somme qui est colossale, 50 millions d'entrées au total. Donc... Donc Michel, si vous le permettez, voilà, on va appeler cette émission à la découverte de Michel Cremades, l'homme aux 50 millions d'entrées. Ouais, ça en jette sur le CV quand même. C'est vrai que je n'étais pas conscient, c'est vrai. Même les pornos que j'ai... Oh non, mais voilà, il ne fallait pas me faire boire. C'est que de l'eau. Hein. Non. Et puis, et je rajouterai le théâtre, le nombre de spectateurs. Ah oui, je ne les ai pas comptés, j'avoue. Oh là là là. Est-ce que c'est quantifiable? Je ne sais pas du tout. Ça dépend. Compliqué. C'est surtout sur le nombre d'années, quoi. Les faux british, par exemple, Molière de la comédie, 6 ans plus les tournées. Il faut là, la pièce, tout va très bien. Tout va très bien. On est complet. C'est déjà complet. À peine ils ouvrent les trucs, poum, c'est que c'est complet. C'est pour ça qu'on part en tournée, d'ailleurs. Bon, ça marche. Non, c'est vrai que ça a beaucoup... Mais c'est pour ça que je suis pas étonné d'être régulièrement arrêté dans la rue. Oui. Parce que les gens, soit clairement. le théâtre, soit le cinéma, soit... Et puis les gens sont curieux. Et puis maintenant, ça va très vite parce que ils regardent Michel Cremades, ils tapent. Oh, il a fait... Oh, dis donc, le con, il a fait ça. Ouais, génial. C'est formidable. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre Michel, invitation. d'être venu. Merci. La fin de saison arrive à grands pas pour l'émission, mais croyez-moi, on va revenir avec du gros pour 2026. Il y a du très très lourd qui arrive. Voilà, merci beaucoup. Oui, mais ce ne sera pas aussi lourd que moi. C'est vrai, j'avoue. C'est pas tous les jours qu'on reçoit Michel Cremades au studio. Merci beaucoup, Alexandre. Et merci à vous, les gars. Merci. Gary et Maxime, vous avez bien bossé, ça fait plaisir. Merci à Sébastien d'avoir pris les photos pour justement merci, Sébastien. les réseaux. Voilà. Et Esteban au son, toujours la Dream Team des techniciens. Voilà, il faut penser. Et ben, on fait des gros bisous et à très vite sur Internet pour encore plus de cinéma. Salut à tous. Merci à vous.